Booyah Beats made this.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Monsieur Chabalou Ahmed, vous êtes là aujourd'hui pour soutenir publiquement votre travail de fin d'études pour l'obtention du diplôme de doctorat en médecine générale. Donc ce travail sera jugé par vos maîtres ici présents. Donc je nomme Madame le professeur Raja Jabouri, professeur agrégé en médecine interne à l'Université Mohamed VI. Madame Roukaya Benjelloun, professeure agrégée en psychiatrie à l'Université des sciences médicales Mohamed VI. Madame Amel Bouzien, votre rapporteur, professeur agrégé de gynécologie obstétrique à l'Université Mohamed VI. Et ce jury sera présidé par moi-même, Madame Khadija Echilali, professeure de l'enseignement supérieur de médecine interne à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Donc avant de donner la parole à vos maîtres pour évaluer votre travail, je vais vous donner la parole à vous pour nous faire un petit résumé de votre travail. Vous avez 15 minutes. Merci. Je remercie Madame la Présidente pour votre présence. J'en suis honoré. Je tiens à remercier les membres du jury, Madame Professeure Raja Jabouri et Madame Professeure Roukaya Benjelloun, ainsi que Madame Professeure Amel Bouzien qui m'a soutenu dans ma thèse. Merci beaucoup pour tous vos efforts. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Sans plus tarder, passer à la présentation de mon sujet de thèse intitulé « Études sur la supplémentation chez la femme enceinte marocaine ». Voilà le plan sur lequel on va entamer cette présentation. Pour l'introduction, la grossesse est un état physiologique impliquant des changements morphologiques, vasculaires et hormonaux, nécessitant la présence de plusieurs oligo-éléments pour le bien-être de la femme et le développement du fœtus. L'objectif de cette étude est de mettre le point sur les habitudes prescriptives concernant les oligo-éléments des médecins marocains du Grand Casablanca. Ce qui concerne la partie méthodologique des méthodes, il s'agit d'une étude prospective, quantitative, à visée descriptive, menée auprès des médecins prescripteurs, prenant en charge la grossesse de la femme marocaine, majoritairement dans la région du Grand Casablanca. L'étude a été menée du 1er février 2022 au 1er avril 2022 et la collecte de données s'est faite à l'aide d'un questionnaire en format papier ou Google Forms administré lors d'entretiens individuels ou envoyé à la boîte mail de chacun des médecins. L'entretien s'est déroulé dans leur cabinet privé ou leur poste dans la santé. Le questionnaire a été rempli par 32 médecins et était constitué de 93 items. Passons à la partie résultats. D'abord, les informations générales des participants. La tranche d'âge des médecins qui était constituée de 34% entre 25 et 40 ans, 44% entre 41 et 55 ans, et enfin 22% entre 56 et 70 ans. Contenant trois tranches d'années d'expérience différentes, 22% moins de 5 ans d'expérience, 60% entre 5 et 10 ans d'expérience, et 38% pour plus de 10 ans d'expérience. Finalement, sur les deux zones, 91 étaient dans une zone urbaine et 9% étaient une zone rurale. Pour la prescription des oligo-éléments, on commence par la prescription de la vitamine B9. Le taux de prescription de la vitamine B9 est passé du premier trimestre au troisième trimestre, comme suit. Le premier trimestre était de 91%, le deuxième de 59% et le troisième de 44%. Pour le fer, au cours de 3 trimestres, la prescription de fer est restée constamment plus fréquente que son abstention. Elle était respectivement ainsi 88% pour le premier trimestre et 97% pour le deuxième et le troisième trimestre. Le questionnaire a aussi inclus la prescription des complexes multivitamines. Au cours des 3 trimestres, la prescription est également restée systématiquement plus fréquente que son abstention et a été comme suit 91% au premier trimestre, 75% du deuxième et 78% pour le troisième trimestre. Pour la prescription de l'iode, les taux de prescription sont 38% au premier trimestre, 22% au deuxième trimestre et 19% au troisième trimestre. Passons à la prescription du calcium, les taux de prescription sont 44% pour le premier et le deuxième trimestre et 56% pour le troisième. Pour la vitamine D, les taux de prescription de la vitamine D est passé du premier trimestre au troisième trimestre comme suit, 69% pour le premier et 66% pour le deuxième et le troisième trimestre. Et finalement, le zinc, les taux de prescription sont 38% pour le premier trimestre, 34% pour le deuxième trimestre et 25% pour le troisième trimestre. Dans l'enquête, on a posé aux participants 2 questions supplémentaires concernant la non-prescription des suppléments précédents. La première question était « Connaissez-vous d'autres effets secondaires concernant un surdosage en vitamines et minéraux ?» Auxquels les réponses étaient surdosage en fer, surdosage en vitamine D, malformation fœtale, surdosage en vitamine A et les différentes toxicités.
La deuxième question était, dans votre prescription systématique ou sur facteur de risque, comment justifiez-vous le produit à prescrire? Laquelle réponse était selon la composition, selon le prix, ou bien après demande d'un délégué médical. Passons maintenant à la partie de la discussion. Tout d'abord, la vitamine B9. La European Food Safety Authority recommande 600 microgrammes d'acide folique quotidiennement. Le ministre de la Santé au Maroc recommande 400 microgrammes d'acide folique quotidiennement. Dans notre étude, la prescription intéressait essentiellement le premier trimestre. L'intérêt de la prescription de la vitamine B9, c'est de réduire le risque de prééclampsie, d'accouchement prématuré et les anomalies de la fermeture pulmonaire, comme la spinale bifida et l'anencéphale. Pour la vitamine D, l'apport quotidien recommandé en vitamine D varie de 400 à 600 unités internationales par l'Institut of Medicine. La dose préconisée au Maroc est d'une ampoule de 100 000 unités internationales au cours du 7e mois de grossesse. Dans notre étude, la prescription a intéressé à pareil dans les 3 trimestres. L'intérêt de la prescription de la vitamine D, c'est en associant 700 unités internationales avec du calcium, réduire le risque de développer le diabète de type 2, d'autres pathologies comme le syndrome dépressif et le maladie de Parkinson. Pour la vitamine A, l'OMS recommande 10 000 unités internationales en dose journalière. Et au Maroc, 10% des femmes d'âge de procréer ont une carence en vitamine A. L'intérêt de prescrire la vitamine A serait d'éviter la mobilisation défectueuse en fer, la prédisposition aux maladies infectieuses, le retard de croissance, l'anémie et les manifestations oculaires, comme l'axérophtalmie et la cécité nocturne chez le fœtus. Pour le calcium, l'Institut of Medicine recommande 600 à 1000 grammes de calcium par jour. Dans notre étude, la supplémentation a été prescrite durant les 3 trimestres. Et l'intérêt du calcium, c'est d'éviter l'hypertension diabétique, les risques de graves fractures et la prééclampsie. Pour la partie recommandation, la première chose qu'on peut recommander, c'est de créer un carnet de suivi et d'éducation nutritionnelle chez la femme en âge de procréer. Vu que la plupart des pathologies peuvent être prévenues par une bonne nutrition et surtout parce que la plupart des grossesses ne sont pas planifiées. Et donc, un suivi dès l'âge de procréer peut éviter les malformations et pathologies en question. Deuxièmement, organisation de séminaires portés sur la nutrition et mettre à jour le médecin prescripteur des dernières nouveautés des recommandations nutritionnelles. Troisièmement, mener une enquête nationale sur la nutrition de la population. Et quatrièmement, mettre l'accent sur le partenariat entre le public et le privé, dans le but d'optimiser la prise en charge des femmes enceintes, étant donné que souvent le suivi est en maintenance entre les deux secteurs. Pour conclure, dans le cadre de la prise en charge holistique de la femme enceinte, il est important de s'interroger sur les habitudes alimentaires des femmes enceintes et afin de mieux orienter la supplémentation et éviter tout surposage. Merci pour votre attention. Merci, monsieur Ahmed, pour ce résumé clair. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à vos maîtres pour donner leurs remarques et critiques par rapport à ce travail. Et on va commencer par Madame le professeur Raja Jabouri, professeur agrégé en médecine interne. Merci Madame la Présidente. Merci Ahmed de m'avoir associé à cet honorable jury. Donc, mes collègues et mes amis, professeur Rokhaya Mchoudoun, professeur Ahmed Bouziane, notre rapporteur, et le professeur Chilali, notre interniste, notre grande interniste au CHU de Casablanca. Alors, Ahmed, bravo pour la présentation qui était très claire et qui résume bien votre travail. Alors, je tiens à vous féliciter donc, pour la pertinence de la thématique surtout. Donc, je félicite à travers vous, votre rapporteur, pour l'originalité de la thématique. Donc, on a l'impression, donc, quand on lit le titre, de banaliser quand même cette supplémentation, mais quand même, vous avez bien traité le sujet. Donc, à travers votre étude, vous avez mis le point sur les habitudes de prescription de la supplémentation en vitamines et en oligo-éléments chez la femme enceinte. D'accord, donc c'est une supplémentation qui est prescrite par le médecin généraliste, par le médecin spécialiste, gynéco-obstétricien, donc tout médecin qui suit la grossesse. Donc là, vous avez quand même noté l'importance de cette supplémentation, mais quand même qui doit être personnalisée et qui doit être orientée par certains facteurs de risque. Bon, Ahmed, donc je le dis pleinement, donc tu étais pendant toute cette année de médecine un étudiant brillant, respectueux, donc je félicite à travers votre famille, d'accord, grâce à elle, vous êtes aujourd'hui là pour l'obtention de votre diplôme de doctorat en médecine.
voilà, je vous félicite encore une fois, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie familiale et professionnelle. Merci Madame Jamouli pour ces remarques pertinentes. Donc je vais donner la parole à Madame Rokhaya Mjloun, professeure agrégée en psychiatrie. Merci Madame la Présidente. Bonjour Ahmed. Merci de m'avoir associé à ton jury de thèse. C'est un grand honneur et c'est avec beaucoup de plaisir que je siège auprès de mes maîtres, professeur Chirelli, et de mes consoeurs, professeur Bouziane et professeur Jamouli. J'ai été extrêmement intéressée par ton manuscrit que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. En tant que psychiatre, il est vrai qu'il y a beaucoup de débats qui sont soulevés actuellement par rapport à la physiopathologie d'un certain nombre de troubles psychiatriques et dans quelle mesure est-ce que ce qui se passe dans la vie intra-utérine peut avoir un impact sur la genèse éventuelle des troubles bipolaires, de la schizophrénie, des troubles du spectre autistique, etc. Et c'est vrai que cette pandémie de la Covid-19 a un petit peu mis l'accent sur le zinc et sur la vitamine C ou d'autres choses. Donc ça, encore une fois, je me joins à ma consoeur professeur Jabouli pour te féliciter pour l'originalité de ton choix. Et donc je le félicite à travers toi, ton rapporteur, ma collègue et amie de toujours, professeur Bouziane, qui m'a habituée à la grande qualité du choix des sujets et à la grande qualité du choix des thésards, puisque je te connais et un petit peu comme professeur Jabouli, le souvenir que tu nous as laissé, c'est celui d'un étudiant travailleur, consciencieux, respectueux. Et je tiens aujourd'hui à féliciter ta famille pour la qualité d'éducation qu'ils t'ont donnée et c'est grâce à tout ça que tu es le jeune homme que tu es devant nous. Ceci étant dit, j'ai quelques remarques qui bien sûr n'enlèvent rien à la qualité de ton travail. Alors je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire la première de couverture de ta thèse. Je te félicite pour la richesse des mots-clés. C'est très bien de mettre plusieurs mots-clés, comme ça ta thèse, elle est plus facilement trouvable, si j'ose dire, par des chercheurs qui seraient intéressés par le sujet. Maintenant, autant les mots-clés sont pléthoriques, je suis un petit peu restée sur ma faim par rapport au titre, qui aurait peut-être pu être un petit peu plus précis. La supplémentation, c'est pas trop bien, vitaminique, lesquelles. Je pense que ton titre pourrait faire plus honneur à ta thèse et au travail que tu y as consacré s'il était un petit peu plus détaillé. Je te félicite pour la richesse de l'iconographie que tu as mis dans la partie discussion. Ça permet d'approcher vraiment les éventuelles répercussions chez l'UE en cas de carence. Maintenant, j'ai des petites rectifications, peut-être au niveau de la partie matériel et méthode. On va être plutôt sur une étude transversale plutôt que prospective. Je chipote, mais c'est pour ça qu'on m'invite au jeu, c'est pour chipoter. Donc je chipote. Et puis, j'ai été très intéressée par l'outil que tu as élaboré, le questionnaire. J'aurais aimé, par curiosité scientifique, savoir si c'était plutôt des généralistes, médecins de famille, ou plutôt des spécialistes qui prescrivaient ou pas. Et si c'était des médecins de famille, quelle formation continue avait-il eu? Est-ce qu'il y avait des choses plus spécifiques quant à la santé mentale? Tu as le mérite d'ouvrir la voie. C'est-à-dire que je pense que, il me semble que c'est la première enquête menée au Maroc, et bravo d'être le premier à explorer ça, parce qu'on n'est pas toujours le premier, et tu es le premier, donc bravo. Et je pense que pour d'autres travaux ultérieurs, il s'agira d'affiner un petit peu plus le profil des prescripteurs et pourquoi est-ce qu'ils ont des réticences à prescrire. Donc ces petites remarques, encore une fois, comme je le disais, n'enlèvent en rien à la qualité de ton travail. Et ce n'est que le début d'une longue carrière que j'espère riche et brillante. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc encore une fois, je te remercie de m'avoir associé à ce jury de thèse et je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie familiale et personnelle et dans ta vie professionnelle. Alors merci professeur Mjloun pour ces remarques. Donc là, je vais enlever ma casquette de président de jury et je vais intervenir en tant que membre de jury pour vous faire part de mes remarques et critiques. Donc à mon tour, je vais te tutoyer. À mon tour, je te remercie pour m'avoir associé à ce jury 100% femmes. C'est un plaisir.
J'ai l'honneur de le présider. Et je tiens à te remercier de m'avoir invité associé à ce jury et surtout à te féliciter pour le choix de ton travail. Quand on m'a appelé, moi je ne suis pas gynéco-obstétricienne, qu'est-ce que je vais faire dans ce jury? Mais c'est quand même intéressant. En tant qu'interniste, Madame Jabouri elle va me rejoindre. On suit des femmes enceintes qui ont des maladies chroniques. Donc on a l'occasion de prescrire et de revoir les prescriptions de nos collègues, nos confrères gynéco-obstétriciens. Donc ce travail que j'ai lu avec un très grand plaisir, un très grand intérêt. On va commencer par la forme, donc je n'ai pas de remarques particulières par rapport à la forme. Donc vous avez respecté le plan, un français facile à lire, pas de fautes, pas beaucoup de fautes d'orthographe, il y aura toujours des erreurs de frappe. Côté fond, donc je vous félicite pour l'iconographie. Donc c'est un travail qui est riche en iconographie, une bibliographie très riche. Et maintenant le vrai fond. Donc comme je le disais, c'est un travail que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et j'ai appris beaucoup de choses. C'était l'occasion de réviser, de relire un peu de l'embryologie. J'ai relu un petit peu la physiologie de certains oligo-éléments, de certaines vitamines. Donc j'ai pu réviser mes cours que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Donc j'ai appris beaucoup de choses, énormément de choses. Et je vais même corriger ma manière de prescrire ces supplémentations chez la femme enceinte. Parce qu'il y a... Maintenant, c'est basé. Avant, on disait, comme a dit Madame Jabouri, c'est une supplémentation, on l'a banalisé un petit peu. Et tiens, c'est une femme enceinte, on va lui donner quelques vitamines. C'est juste pour donner des vitamines. Alors qu'il y a un intérêt scientifique qui est basé aussi bien pour la santé de la maman que pour la santé du fœtus, donc le futur petit bébé qui va naître. Aussi bien sur le plan neurologique que sur le plan ostéo-articulaire que sur au niveau du développement organique de ce fœtus. Donc moi j'ai quelques petites questions. Je voudrais d'abord souligner les points forts de votre travail. C'est un travail prospectif au niveau de la méthodologie. C'est un travail transversal, mais au niveau de la méthodologie, ce n'est pas un travail rétrospectif. Vous n'avez pas fait une collecte de données à travers des dossiers qui sont anciens. Vous êtes allé voir des médecins, vous avez fait une enquête, donc c'est un travail prospectif sur le plan méthodologique. Et on connaît les points forts des travaux scientifiques prospectifs. Leur point fort par rapport au travail rétrospectif, c'est qu'il y a toujours, dans les travaux rétrospectifs, il y a toujours des données manquantes dans les dossiers, du coup on est incomplet. Dans les travaux prospectifs, on sait qu'est-ce qu'on cherche et du coup souvent on est assez complet au niveau des données et on a des résultats assez représentatifs. C'est vrai que c'est un petit effectif, 32 médecins, c'est pas beaucoup, ça ne représente pas réellement la conduite ou la prescription de tous les médecins pratiquants, au moins au niveau du Grand Casablanca, mais comme a dit ma collègue, c'est juste vous avez ouvert la voie vers plusieurs travaux qui vont être plus larges, vers des enquêtes qui vont être plus larges, aussi bien auprès des généralistes qu'auprès d'autres praticiens qui suivent les femmes enceintes, et pourquoi pas des enquêtes auprès des femmes enceintes elles-mêmes. Parce que le médecin, des fois, il prescrit, mais est-ce que la femme enceinte va prendre ces médicaments? On sait que la supplémentation, ça coûte de l'argent et c'est pas remboursable par les mutuelles. Donc c'est du luxe, on va dire. La supplémentation alimentaire, c'est du luxe quelque part et c'est pas toutes les femmes qui vont se permettre de poursuivre et de prendre ces médicaments qui sont que des compléments alimentaires finalement, mais ce sont des médicaments qui ont un grand intérêt chez la femme enceinte. Le deuxième point fort dans votre travail, c'est le fait que vous avez fini quand même par des recommandations. C'est important de sortir avec des recommandations donc, qu'on va pouvoir suivre. Et le troisième point fort, c'est que cette enquête souligne un petit peu l'importance de la supplémentation alimentaire en oligo-éléments et en vitamines chez la femme enceinte. Et on sait que chez nous, en tous les cas, au Maroc et à Casablanca, on sait que les femmes enceintes, vous pourrez me corriger, souvent elles sont suivies par des généralistes. Depuis le premier jour de la déclaration de la grossesse, la majorité des femmes enceintes ne vont aller voir le gynécologue qu'à J-2, -3 de l'accouchement, je pense. Donc finalement, c'est pour la J1, carrément. Donc c'est le généraliste qui prescrit. Ce qui donne à votre document tout l'intérêt. Donc je pense que ça va être un document de référence pour les praticiens généralistes. On sait que beaucoup de généralistes, car je peux dire 100% des généralistes suivent les femmes enceintes. Donc ça va être un document de référence pour ces médecins pratiquants
pour corriger un petit peu la supplémentation vitaminique et en oligo-éléments chez la femme enceinte. Parce que vous avez parlé des recommandations, comment prescrire et les besoins. Donc ça, c'était les points forts. J'ai quand même quelques petites questions par rapport à la correction, à la supplémentation en vitamine D. Je suis restée un petit peu sur ma faim. Vous avez parlé de l'intérêt de la vitamine D dans beaucoup de choses. Et pour l'ostéomalacie et le rachitisme chez le nouveau-né, vous n'avez fait que les citer. J'aurais aimé avoir plus de détails parce que c'est important. Et on sait qu'un déficit en vitamine D chez une femme enceinte va donner un retard de croissance chez le fœtus et donc un enfant qui va naître avec beaucoup de problèmes osseux qui risquent de durer dans le temps, même avec une correction par la suite. Donc je suis restée un petit peu sur ma faim. Et toujours dans la vitamine D, et je rejoins Madame Jabolé dans sa question par rapport au dosage. Parce que supplémenter, c'est juste un apport de base, c'est pas corrigé. Alors que quand on a un déficit, il faut d'abord passer par la correction avant la supplémentation. Si on se contente de donner cet apport de base, on ne va pas atteindre nos objectifs. Donc, est-ce que chez ces femmes enceintes, il y avait eu un dosage chez ces femmes avant de donner, donc de supplémenter par ces oligo-éléments ou ces vitamines, notamment la vitamine D. Notre question, et là c'est une question de pratique courante, quotidienne que je pose à votre rapporteur par rapport à, parce que vous en avez parlé, que la supplémentation commence à l'étape préconceptionnelle. On n'attend pas que la femme enceinte tombe enceinte pour commencer la supplémentation. Nous, en tant qu'internistes, on aimerait bien avoir cette phase préconceptionnelle pour préparer la femme, la parturiente à la grossesse, pour arrêter les médicaments tératogènes, pour la préparer. On n'arrive pas à voir ça. Est-ce que vous avez des femmes qui consultent dans le but de préparer une grossesse? Je sais que ça se fait dans le cadre des inséminations artificielles, mais dans les grossesses classiques, je ne sais pas, je vous pose la question. Donc, ma principale question, c'était ça, c'était par rapport au dosage et par rapport aux apports à la vitamine D. Vous avez parlé de 600 unités internationales par jour. On sait que ça, c'est l'apport normal chez tout le monde. Est-ce que cet apport n'est pas un petit peu bas pour une femme enceinte dont on sait que les besoins sont doublés? Elle va en prendre pour elle et pour le fœtus. Je ne sais pas, parce que les 600, c'est pour un capital osseux correct, pour monsieur tout le monde, et pour un taux normal au niveau du sérum, on peut aller jusqu'à 2000 unités par jour. Donc chez la femme enceinte, est-ce que les 2000 unités carrément, directement? Et une autre remarque par rapport à quand il y a un déficit, tu as parlé pas dans le déficit, tu as parlé d'une dose de charge qu'on va donner à la femme enceinte au 3e trimestre de 100 000 unités. Parce que les besoins vont augmenter. Et maintenant, toutes les études disent que l'apport en vitamine D, c'est mieux de le donner d'une manière journalière, quotidienne, parce que les 100 000 unités qu'on va donner à la femme enceinte, ça va entraîner effectivement un taux de vitamine D assez correct quand on va la doser. Mais quand on essaie de la redoser une semaine plus tard, on aura une carence en vitamine D. Elle va baisser rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez chez vous, chez la femme enceinte? Est-ce que vous préférez cette dose de charge toujours ou vous préférez la dose quotidienne? Donc voilà. C'est tout ce que j'avais comme remarque. Donc ça ne diminue en rien la qualité de votre travail, que je le dis, c'est un travail très intéressant. Ça devrait être un document de référence pour les praticiens généralistes qui suivent les femmes enceintes pour corriger un petit peu les prescriptions. C'est un travail qui est très original, ce n'est que le début. Ça devrait ouvrir la voie à d'autres travaux auprès des praticiens, également auprès des parturiantes. On connaît le problème de la supplémentation chez la femme enceinte dans le milieu rural notamment. Donc je te félicite pour ce travail et je félicite à travers toi ton rapporteur, donc mon ami professeur Bouziane, pour la qualité de ce travail. Donc on voit sa petite griffe, on a vu sa petite griffe en lisant ce travail et je n'oublierai pas bien sûr de féliciter la famille, les parents, docteur Nejla Bassioni, une consoeur, le papa également, pour qu'il ne se fâche pas. Donc félicitations et bravo, vous avez de quoi être fiers. Donc moi je ne l'ai pas connu étudiant, mais vu les témoignages de ses maîtres,
C'était un étudiant modèle, donc bravo, encore une fois félicitations et je te souhaite plein de succès dans ta vie professionnelle, beaucoup de bonheur dans ta vie personnelle et comme a dit ton maître, Madame Benjeloun, ce n'est que le début, donc dans la voie professionnelle. J'espère que tu vas choisir la spécialité qui te plaît, que tu vas t'épanouir et plein de succès encore une fois dans ta vie professionnelle et personnelle. Et encore une fois, félicitations, bravo. Donc, je vais donner la parole à votre rapporteur pour répondre à ces différentes remarques. Merci Madame la Présidente. Alors, à mon tour, Ahmed, je te remercie de m'avoir choisi pour t'aider dans ce petit bout de voyage de ta vie, donc, qui est justement l'élaboration de ta thèse pour l'obtention de ton doctorat de médecine, et également de te remercier de m'avoir permis de siéger auprès de cet agréable jury, donc Madame la Présidente, professeur Chilali Khadija, et également avec Mesdames les professeurs Jepouri et plusieurs Benjeloun. J'en profite pour d'abord te féliciter avant de répondre aux remarques de tes maîtres et juges, te féliciter d'abord pour ton sérieux. Et donc ça a été témoigné, et je peux en témoigner encore une fois. On était sur vraiment un jeune homme très très sérieux, qui était toujours à l'heure à ses rendez-vous, qui avait fini dans ce qu'il avait à faire à chaque fois, donc toujours qui venait de façon très très polie, donc ramené, quand il avait des questionnements, il les posait, il était là, il était persévérant. Quand il n'avait pas compris quelque chose, il était là pour la comprendre. Quand il fallait refaire quelque chose, ça ne l'arrêtait pas, il refaisait ce qui était à refaire, il reformulait ce qui était à reformuler, il recherchait ce qui était à rechercher, et ceci témoigne justement de ta persévérance et donc de ton sérieux. Ceci bien sûr ne peut venir qu'à travers une éducation qu'on devine très sérieuse, on va dire, pour ne pas dire stricte, mais en tout cas je félicite à travers toi ta famille ici présente. Donc tu vois que nous avons eu des remarques qui sont plutôt positives et constructives. Ceci témoigne justement de l'intérêt que portent tes maîtres et juges ici présents à ton travail. Tout travail est perfectible et nous attendions bien à un certain nombre de remarques que nous prenons à bras ouverts, et bien sûr que tu t'astreindras à corriger avant le dépôt définitif du manuscrit. Donc nous allons y aller en commençant par le professeur Jepouri. Donc effectivement qui remet qui nous rappelle qu'il ne faut pas banaliser la supplémentation, et c'était d'ailleurs le point de départ de ce travail-là. Donc c'est un travail pour lequel toi tu es venu me voir, me dire justement qu'à travers tes stages tu voyais des prescriptions un peu très différentes d'un confrère à l'autre, et qui étaient des fois ça tirait le sein des talents, parce qu'on voit des fois des ordonnances avec 2, 3, 4 compléments, et des fois ça fait peur. Donc l'idée c'était d'aller voir un peu ce que dit la science par rapport à cette supplémentation, et en même temps d'interroger notre pratique au quotidien. Au tout début, nous avions vu grand, nous voulions vraiment partir sur un échantillon très fourni de population, de médecins prescripteurs, et d'aller même sur des études corrélationnelles, d'aller voir, de comparer les généralistes par rapport aux spécialistes, les médecins du périmètre urbain par rapport à ceux qui exercent dans le rural. Mais il est vrai que malgré ton sérieux, ça a été difficile d'aller justement, d'avoir des médecins qui répondent. Et je me rappelle que tu partais, que tu faisais du porte-à-porte, tu partais dans les cabinets, tu prenais des adresses mail, tu envoyais et tu n'avais que très peu de réponses. Et au bout d'un moment, nous devions nous rendre à l'évidence et avancer dans notre travail. Donc finalement, nous avons arrêté le recrutement à 30. C'était pas de toute joie, mais en tout cas, il fallait continuer. Et donc, nous attendions un peu à cette remarque de l'échantillon qui est assez restreint. À la question de professeur Jepouri, mais également de professeur Chilali, est-ce qu'on fait des dosages avant les prescriptions? Malheureusement, il n'est pas d'usage de faire de dosage, à part peut-être certains confrères qui vont faire une NFS pour évaluer une anémie, éventuellement une ferritine en milieu de grossesse et parfois un dosage de vitamine D. Mais pour les autres éléments, il n'est pas de routine de faire le dosage, d'où l'intérêt de la recommandation que nous donne Ahmed dans son travail, à la fin de son travail, c'est nous devrions, en tout
cas le ministère de la Santé, devrait entamer des études épidémiologiques. Parce qu'en général, on se base sur les études épidémiologiques pour pouvoir prescrire. On ne peut pas faire de dosage individuel, mais si on sait que sur une population donnée, nous avons telle ou telle carence, ça nous donne justement cet aval-là pour aller prescrire telle ou telle vitamine ou oligo-élément. Ça nous amène aux remarques de ton maître, professeur Mounjiboul, qui nous rappelle, et c'est très intéressant, cette question très souvent posée, mais pas encore élucidée, entre la relation justement de la vie intra-utérine par rapport à un certain nombre de pathologies, dont les pathologies mentales, mais pas que. Et effectivement, il y a beaucoup, c'est une très très grande voie de recherche, et justement, nous ne savons pas si la carence, mais aussi le surdosage de certains éléments pourrait nuire. Et étant donné qu'en médecine, la règle de base, c'est primum non nocere, donc c'est d'abord ne pas nuire, c'est vrai que fond, on est frileux à aller prescrire certaines choses, d'où l'intérêt de mener encore plus d'études pour avoir des recommandations et des guidelines, et nous, prescripteurs, justement se cantonner à ces règles-là. Nous ne devons pas prescrire de façon farfelue, mais nous cantonner aux recommandations. Le titre à revoir, vous avez tout à fait raison. Donc, nous corrigerons le titre, nous le rendrons un peu plus, moins mystérieux par rapport au travail. Nous allons y réfléchir, nous allons nous poser pour y réfléchir. Le grand débat, est-ce que c'est une étude transversale, prospective ou pas? Effectivement, l'usage pour les enquêtes, c'est une enquête auprès d'une population, de parler d'une étude transversale. Ça aussi, c'est à corriger sur le manuscrit. Nous n'avons pas précisé si c'était des gynécologues ou des spécialistes, parce que nous avons pris un médecin prescripteur, et comme finalement nous n'avions pas comparé, vu l'échantillon assez restreint, nous n'avons pas jugé utile justement de préciser cela. La continuité de l'étude, ça c'est à moi de m'en charger. Effectivement, il faudrait que je trouve un deuxième thésard qui a autant de volonté au moins que toi pour continuer, pour justement ne pas que ton travail ne s'arrête pas là, parce qu'il a ce mérite-là d'avoir ouvert une porte, mais il faut aller explorer justement ce sentier-là. Alors ça nous amène aux remarques du professeur Chileli. Donc par rapport au petit effectif que nous avons entendu, enquête de population, ce serait intéressant effectivement d'aller aussi questionner les femmes enceintes, ce qui les pousse à prendre ou à ne pas prendre tel ou tel supplément, ou justement soit prescrit, soit en automédication. Et ça aussi, on sait beaucoup que beaucoup de femmes ne vont peut-être pas faire de bilan sanguin prescrit par le médecin, mais vont aller acheter un complément alimentaire qui est en vente libre. Et donc ça dépend aussi des perspectives de ces femmes-là. Très souvent, on a l'impression qu'elles obligent des fois les médecins à prescrire, parce que pour certaines femmes, grossesse rime avec supplémentation, et il faut bien démontrer que non, que ça dépend des situations. Alors, les dosages en vitamine D, c'est ce que je disais, donc très souvent on est sur une prescription en fonction de l'épidémiologie. Alors, la dose de charge, c'est ce que préconise le ministère, pour des raisons qu'on comprend tous, donc ce sont des raisons budgétaires, c'est une disponibilité du marché. En pratique libérale, c'est vrai que nous, on est beaucoup plus sur les doses quotidiennes à partir du deuxième trimestre. Alors, la très grande question, et je vous remercie beaucoup de l'avoir posée, c'est tout ce qui est préconceptionnel. On se bat beaucoup pour que maintenant les jeunes couples arrivent dans les consultations en préconceptionnel, voire en prénuptial. Parce que c'est toute une occasion d'aller sur une éducation en santé sexuelle et reproductive qui pourrait aborder justement tout ce qui est grossesse, mais pas que. Et en général, les gens qui viennent en consultation prénuptiale ou préconceptionnelle, ils ont déjà compris que c'est important. Alors la grande bataille, c'est d'aller expliquer aux autres personnes qui, elles, ne sont pas justement conscientes de cela, de le faire. Et je peux témoigner, pour avoir assisté à des réunions au niveau du ministère, qu'il y a un très très grand travail qui se fait. D'ailleurs, le nouveau carnet de santé de la femme recommande la consultation préconceptionnelle, et il y a tout un travail qui se fait dans ce sens-là. Donc voilà, il ne me reste plus justement qu'à te rappeler qu'on a justement encore du travail sur la planche. Donc je suis sûre que, vu ton sérieux, tu reviendras vers moi pour qu'on corrige le manuscrit final. Et j'en profite encore une fois pour te féliciter. Donc quel chemin c'est cette année. Je pense que tu le ressens beaucoup plus que nous, parce que c'est tout frais chez toi. Te voilà au bout de tes peines. Je te félicite. Je te souhaite beaucoup de belles choses à venir. Je ne doute pas que
veux ton sérieux encore une fois. Un très bel avenir s'offre à toi et je félicite à travers toi ta famille. Je te souhaite le meilleur avenir, Inch'Allah. Merci Madame Professeure Bouziane pour tous ces éclaircissements qui ont répondu aux questions des différents membres de jury. Donc, Monsieur Ahmed Chabal, avant de rentrer ici, les membres du jury ont délibéré. Ils ont accepté votre travail de fin d'études avec les mentions très honorables et félicitations unanimes des membres du jury. Il y a toujours un mais. Avant de vous accueillir parmi nous dans la confrérie des médecins, je vais vous demander de lever la main droite et de lire Qassam Tabi. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العلي العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدواره في كل الظروف والأحوال باذلا وسعيا في إنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأصبر عورتهم وأقوم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا لرعاية الطب للقريب والبعيد للصالح والطالح والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان لا لأذى، وأن أوقر من علم علمي وعلما من يسخرني، وأكون أخا لكل زميل في مهنة الطب متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في السر وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله المؤمن، والله على ما أقول شهيد.
لا خليك ما خليك